Qu'est-ce que c'est la stratégie? C'est essayer de faire le diagnostic de la manière la plus efficace, avec les contraintes qui sont les nôtres, des contraintes économiques. La PHP est sous tutelle, donc il faut économiser le nombre d'examens, économiser le temps du patient, parce qu'on est dans une culture du fast d'un côté, donc les gens sont exigeants, il faut que ça aille vite, et en même temps il y a quand même des retards au diagnostic, et le patient arrive tard en consultation, puisque les délais pour avoir des consultations spécialisées sont de plus en plus longs. Et puis la stratégie a pour but d'être le moins invasif possible pour les patients. Donc je propose une stratégie qui est assez banale. D'abord, il y a une grille de lecture clinique de la neuropathie avec des questions clés. Donc le mode d'installation, c'est vrai que si le mode d'installation est aigu, ça réduit les hypothèses diagnostiques. L'évolutivité, comme l'ont dit Thierry et NASA, donc c'est très important d'identifier si cette neuropathie est en cours d'aggravation. La présentation et le pattern de cette neuropathie et essayer d'identifier sa systématisation, quelle est la structure anatomique qui est concernée, quels sont les types de fibres qui sont atteintes, sensitives donc de gros ou de petits calibres, des fibres motrices, et puis s'il y a aussi des signes systémiques associés qui vont nous orienter, et bien sûr donc tenir compte du contexte familial ou d'exposition. Alors l'EFG va venir compléter cette analyse clinique, en particulier pour cerner donc la topographie, la présentation de la neuropathie, et pour nous orienter vers le processus, est-ce qu'il est primitivement axonal ou démyélisant au sens large. Voilà. En général, quand il y a une cause à trouver derrière une neuropathie, il y a des présentations particulières. Soit on est dans une présentation longueur dépendante, mais à ce moment-là, on a des symptômes d'alerte qui vont nous faire penser qu'il y a une cause à trouver. Donc le sujet jeune, en général, quand on est jeune, c'est qu'on a une neuropathie, il y a une cause derrière, ou alors c'est héréditaire. Des signes cliniques comme l'ataxie, le déficit moteur, la douleur, la composante asymétrique, l'évolutivité, une installation aiguë ou subaiguë, et des signes généraux, des points d'appel systémiques, ou encore donc des signes dysautonomiques. Si on n'est pas dans ce type de présentation longueur dépendante, en général, la neuropathie de cause à déterminer se présente sous la forme soit d'une multinévrie, d'une polyradiglopathie, d'une plexopathie, d'une neuronopathie, et parfois une neuropathie des petites fibres. Alors c'est important de cerner cette présentation, parce que en fonction de la présentation, ce n'est pas le même bilan que vous allez proposer. Donc là, j'ai mis l'exemple de la neuronopathie sensitive. Le bilan qu'on doit proposer en priorité est centré sur les causes et les processus qui sont à l'origine des neuronopathies. Alors plutôt que de vous faire les examens rentables à proposer devant ces différentes situations, j'ai préféré, pour éviter les présentations catalogues, j'ai préféré donc traiter le sujet à travers d'observations cliniques, observations qui en même temps vont mettre en exergue des outils dont on se sert peut-être plus ces dernières années. Alors le premier cas, c'est un cas qu'on a eu à prendre en charge avec Marion Mazingue et Cécile Delorme, un homme de 66 ans qui n'avait pas d'antécédents particuliers en dehors de ceux qui sont affichés là. Son histoire débute en mai 2015 par des paresthésies, donc des signes sensitifs qui commencent aux extrémités, aux 4 extrémités, et qui vont s'aggraver progressivement. Il rapporte le patient une toux chronique, donc depuis plusieurs mois. Et plusieurs mois après, fin 2015, donc plus de 6 mois après, il a maintenant des signes moteurs avec une difficulté pour monter les escaliers, une faiblesse des membres inférieurs, également une faiblesse distale des mains. Il a aussi des troubles de l'équilibre et il a noté des fasciculations et une amyotrophie de la racine des membres au niveau des jambes, enfin au niveau des cuisses et au niveau des mains. Voilà.
Alors si on utilise un peu la grille de lecture, donc c'est une neuropathie non longueur dépendante, progressive, sensitivo-motrice, sans signe associé. Voilà donc son examen clinique. Vous voyez donc sur le MRC qu'il y a une atteinte motrice particulière, elle est distale et proximale, elle prédomine au membre supérieur. Et il y a aussi des éléments moteurs avec une amyotrophie distale et proximale, des fasciculations, des réflexes qui sont abolis de façon assez diffuse. Et une atteinte sensitive, elle aussi diffuse, qui concerne toutes les fibres et qui intéresse les membres inférieurs et les membres supérieurs. Voilà l'EMG du patient. Il y a d'une part des amplitudes motrices qui sont assez effondrées, mais aussi quelques anomalies de la conduction motrice. Vous voyez que le secteur distal montre des latences distales qui sont allongées. Les ondes F aussi sont allongées. Alors, ce n'est pas exactement les valeurs, on ne touche pas les cut-offs d'émission franche. Mais il y a aussi des blocs de conduction et dispersion sur le nerf médian droit et sur le SPI avec les limites que l'on sait pour la stimulation au creux poplité. Et sur le plan sensitif, il y a une présentation aussi assez particulière avec une inversion du ratio, des sensitifs qui en bas sont relativement préservés et des sensitifs qui sont quand même très altérés aux membres supérieurs. Donc, donc la détection est aussi particulière avec des signes neurogènes assez diffus donc à l'effort, des signes de fibrillation ici en violet et également des fasciculations. Donc une présentation qui nous a fait évoquer donc devant cette atteinte motrice et sensitive qui touche les 4 membres avec les anomalies de la conduction qu'on a vues. En première hypothèse, une neuropathie non longueur dépendante, sensitivo-motrice démyélinisante. Et dans ce contexte-là, voici les diagnostics que l'on évoque. Alors la présentation progressive et les anomalies en EMG nous avaient fait centrer notre hypothèse sur la polyradiculaire. Et donc, il faut réaliser ces examens-là. Et quand on est un petit peu en défaut d'argument, on peut avoir recours à l'imagerie donc des racines et plexus et au PES donc, qui avait été fait. Donc toutes ces explorations se sont révélées négatives chez ce patient. Et donc plutôt que de faire une cure test, on a plutôt réfléchi et on s'est demandé si on ne pouvait pas envisager que ce patient avait une double ganglionopathie avec cette atteinte motrice qu'on a vue particulière et cette atteinte sensitive non longueur dépendante. Est-ce qu'il s'agissait de 2 maladies, une neuronopathie sensitive, on a vu cette toux chronique, le mode d'installation quand même n'évoque pas les neuronopathies que nous a présenté Rabat tout à l'heure. Donc peut-être une seule maladie qui donnerait une double neuronopathie. Et dans le champ des pathologies acquises, on se serait plutôt orienté vers du paranéoplasique compte tenu du mode d'installation qu'on a vu. Alors voilà le bilan qui a été réalisé. Et vous voyez que là aussi, tout ce bilan était assez normal. Ce qui nous a fait envisager une troisième façon de voir ce patient. Donc dans la stratégie, il faut pouvoir se remettre en cause et changer sa façon de penser en tenant compte donc, de l'enquête qui est en cours. Donc finalement, on se dit peut-être qu'il s'agit d'une neuropathie axonale évolutive, sensitivo-motrice non longueur dépendante. Et donc, dans ce cadre-là, un examen a permis de faire le diagnostic. Bon, ben c'était l'analyse du gène de la transthyrétine. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, ce patient avait une amylose héréditaire avec une présentation, un petit peu comme a présenté Emilien, ce deuxième cas, je crois. Alors voilà une autre observation, celle d'un homme de 70 ans qui a un antécédent de lymphome de la zone marginale non traitée, simplement surveillé. Et il présente en août 2017 une violente douleur cervico-brachiale avec une éruption vésiculeuse dont il garde la cicatrice quand on le voit quelques mois plus tard. Et ce patient, donc, dans la suite de cette douleur et éruption, il a un déficit moteur
qui prédomine sur C5, C6 et une hypoesthésie du pouce. Il est traité par corticoïdes et Zélitrex, mais finalement il consulte 3 mois plus tard parce que ces douleurs qui sont d'un niveau assez élevé perdurent et également son déficit moteur, il n'a pas récupéré. Et donc à l'examen clinique, il a en plus de ces symptômes une aréflexie bicipitale, mais les autres réflexes sont pyramidaux. En EMG, la conduction motrice est normale, il a une abolition du musculo cutané supérieur, une abolition du sensitif du médian au pouce et également une abolition du radial et des signes de dénervation active des tracés neurogènes dans le deltoïde. Donc on conclut à une atteinte plexique du tronc primaire supérieur. Nous sommes donc dans le cadre d'une plexopathie avec ces hypothèses qu'il faut classiquement considérer. Et compte tenu de l'éruption, on était plutôt parti sur ce type d'hypothèse ou éventuellement sur un parsonnage éternel post-infectieux. Mais il y avait des atypies pour ces deux hypothèses. La persistance de la douleur et du déficit, donc 3 mois après le début, ces réflexes qui n'étaient quand même pas tout à fait normaux, et puis quand même le contexte et l'antécédent de ce patient. Donc on a fait un petit bilan général qui trouvait une hyperlymphocytose plus marquée que ce que lui connaissait son hématologue, avec un phénotypage sanguin qui faisait suspecter ce petit lymphome qui était déjà connu. Le liquide céphalorachidien montrait 9 éléments et surtout une PCR VZV négative, tandis que l'IRM cervicale qu'on avait faite compte tenu des réflexes vifs était normale. Donc 2 examens ont permis de faire le diagnostic. Donc l'IRM plexique qui a été réalisé donc par Christophe Van den Dries a montré un hypersignal donc dans le territoire concerné donc par les signes cliniques avec un rehaussement après injection de gadolinium, donc du côté où le patient avait eu des manifestations, donc du côté du membre supérieur droit, et de l'autre côté, de façon infraclinique, on va dire, il y avait un hypersignal C8 gauche qui a été mis en évidence sur cette IRM. Et c'est l'analyse des cellules du LCR par phénotypage lymphocytaire, confirmée donc en biologie moléculaire, qui a permis d'identifier donc une population de cellules lymphomateuses. Et donc finalement, c'est le diagnostic d'infection zoostérienne, parce que quand même on a vu les cicatrices compliquées ou associées à une neurolymphomatose. Le patient a été traité comme une neurolymphomatose, on l'a revu 4 mois plus tard et je dois dire que c'est la première fois que je vois une neurolymphomatose qui répond aussi bien au traitement, puisque le patient était nettement amélioré sur le plan moteur avec une correction du déficit et également sur le plan électrique avec une récupération de ses potentiels sensitifs. Alors le dernier cas, c'est un patient que Thierry nous avait adressé en hospitalisation. Il avait des antécédents particuliers, cet homme. Vous voyez un schwannome du nerf interosseux postérieur, également un antécédent de tumeur chez sa fille, également tumeur cérébrale chez un oncle. Son histoire est un petit peu singulière, puisque en janvier 2015, il avait installé des signes sensitifs puis moteurs dans le territoire ulnaire droit. 6 mois après, une douleur de la face interne de la cuisse droite avec une amyotrophie des adducteurs de cuisse et une hypoesthésie de la face latéro-externe de cuisse droite. Plusieurs mois après, une douleur vive et une hypoesthésie dans le territoire sural gauche. Et quelques temps avant sa venue à l'hôpital, il avait présenté une toux qui avait fait mettre en évidence une ascension de la coupole diaphragmatique, donc une paralysie phrénique gauche. Et à l'examen clinique, quand on a découvert ce patient, pourquoi ça ne marche plus, il y avait à la fois une hypoesthésie dans le territoire du 5-3 et également une hypoesthésie thoracique entre T5 et T8. Ça, je ne sais pas pourquoi ça avance plus.
faut appuyer où? Ouais. Et je fais quoi? Donc, je ne sais pas ce que je fais. Donc, c'est un tableau de quoi? Un tableau de multinévrite. Donc, on est dans une situation de multinévrite, une multinévrite particulière qui s'installe de façon progressive sur presque 2 ans. Donc, je passe vite. Hein. Donc, le FG confirme cette multinévrite, donc motrice avec de grandes asymétries et également donc sensitive. Voilà. Sans dénervation active. Donc, on est dans le cadre de la multinévrite. Comme je disais, particulière. Hein, on ne pense pas forcément à une vascularite compte tenu du mode d'installation. On était plutôt centré sur ces hypothèses. Et compte tenu des antécédents du patient, on était plutôt parti vers une suspicion de tumeurs multiples des nerfs crâniens, pas des nerfs, tumeurs multiples des nerfs. Et le temps qu'on organise et qu'on ait un lit d'hospitalisation, on envoie le patient à Christophe Van den Dries pour donc étayer cette hypothèse. Et Christophe nous répond qu'il y a ici des hypersignaux avec hypertrophie, pas très marqués, du nerf phrénique. Et sur plusieurs nerfs, comme ça, il a retrouvé ces aspects-là, également sur le nerf intercostal droit, là où le patient avait des symptômes, mais sans rehaussement. Et pour lui, cette présentation en IRM n'évoquait pas donc une infiltration tumorale, était contre aussi une vascularite. Et donc notre hypothèse de tumeur focale multiple n'était pas la bonne. Mais par contre, Christophe nous a signalé qu'il y avait une adénopathie pathologique qui était retrouvée dans la bordure du champ d'exploration. Ce qui me permet donc d'attirer votre attention sur l'importance des signes associés dans certaines présentations et qui vont vous orienter vers certains diagnostics. Donc lui, il avait 2 particularités, donc l'atteinte intercostale qui renvoie à ces hypothèses et donc une adénopathie qui semblait être pathologique. Il a donc eu un bilan qui a retrouvé des petites choses, un pic IgM-kappa et probablement une population B monotypique dans le sang et dans le LCR une hyperprotéinorachie, mais pas de cellules lymphomateuses dans l'analyse du LCR. Donc comment avancer et quel examen a permis le diagnostic de la neuropathie? Biopsie du ganglion qui a montré des dépôts d'amylose AL et qui ont été également retrouvés dans la BGSA et dans la BOM. Pour la petite histoire, il avait eu aussi une biopsie du nerf, peut-être menée en parallèle, hein, je crois Thierry, qui n'avait pas trouvé d'amylose, un petit peu comme le cas de Émilien tout à l'heure. Voilà, pas d'autres arguments sur le reste du bilan pour un autre processus. Donc en conclusion, une bonne stratégie s'appuie sur un raisonnement et sur la prescription d'examens qui sont rentables quand on analyse bien la présentation et la situation dans laquelle on se trouve. J'ai choisi ces cas parce que ça reflète un peu notre pratique quotidienne où on va maintenant de plus en plus rapidement demander une TTR devant toute neuropathie axonale évolutive, démyélisante douteuse et même ganglionopathie. On a eu quelques cas de ganglionopathie avec TTR positive. On en saura peut-être plus avec le protocole addition de Céline Labéry ou l'étude nantaise. On s'appuie pas mal sur l'IRM. On n'a pas trop l'expérience de l'échographie, mais il y aura probablement des élargissements d'indications de l'IRM. On recommande de faire les phénotypages lymphocytaires et de comparer ce phénotypage dans le sang et dans le LCR chaque fois qu'on a une hémopathie, qu'elle soit bénigne ou maligne. C'est assez rentable.
Et puis donc le dernier point, c'est toujours garder quand même son bon sens et un bon examen général. On l'a vu avec le dernier cas, et il faut aller là où ça parle. Donc je remercie toute l'équipe qui m'aide à prendre en charge les patients. Et puis merci Thierry, c'est pas merci patron, merci Thierry pour l'organisation du congrès. Merci de nous avoir épargnés, parce que c'est vrai que tu as porté beaucoup l'organisation du congrès, que tu nous as sollicité, mais c'est quand même toi qui as beaucoup œuvré, et ça se sent. Je crois que le congrès était assez réussi et qu'on sent ton empreinte sur ce congrès. Voilà.